if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve en début de semaine comme d'habitude pour débriefer tout simplement le week-end de Ligue 1 qu'on a vécu. Voilà, ça devient habituel pour moi comme pour vous, je l'espère, de se retrouver tranquillement après ce beau week-end de Ligue 1 pour parler des matchs qui se sont joués. En plus, ça c'est comme chaque semaine évidemment, mais là on a quand même eu des vrais bons matchs. Je trouve qu'on s'est quand même bien régalé, donc je suis très content de revenir avec vous sur différentes rencontres. Comme d'habitude, on va pas revenir sur tous les matchs en détail. J'en ai sélectionné 5 en particulier que j'aimerais un peu plus décrypter que les autres. Donc on va parler forcément de ce Monaco-Paris Saint-Germain qui était la grosse affiche de cette 14e journée de Ligue 1. J'aimerais ensuite parler un petit peu du Paris FC contre Auxerre, qui était un match très important pour les deux équipes, on y reviendra. Pareil, match Marseille contre Toulouse, là aussi très important, avec beaucoup d'enjeux. Un match de la peur, même si je pense qu'en début de saison, il ne serait pas forcément attendu, le match entre Lorient et Nice, voilà. On débriefera un petit peu la situation des deux équipes parce que c'est quand même une situation assez préoccupante, notamment pour Nice. Et on finira tranquillement avec ce Lyon-Nantes qui s'est joué dimanche soir dans une très belle ambiance au Groupama Stadium. Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. J'espère que ça vous va comme ça. Comme d'habitude, je lâcherai quelques mots aussi sur les matchs que je débriefe pas forcément en détail. Mais voilà, j'avais envie de me concentrer sur ces matchs-là pour plusieurs raisons. Et je pense qu'on peut tout simplement commencer dans l'ordre chronologique. La première rencontre de cette 14e journée de Ligue 1, c'est ce match entre Rennes et Metz que je ne vais pas forcément aborder en détail aujourd'hui. Victoire de Rennes assez logiquement, qui continue sur sa bonne lancée. Moi j'avais vraiment envie d'aborder tout de suite en détail le deuxième match de cette 14e journée entre Monaco et le Paris Saint-Germain, qui était quand même un match très attendu compte tenu du niveau tout simplement des deux équipes. C'est quand même deux équipes cadors de notre championnat. Je pense qu'au début de saison, on aurait pu se dire que ça aurait pu être les deux premières équipes du championnat. C'est pas le cas actuellement, mais tout ça pour vous dire que c'est deux équipes qui jouent l'Europe, le podium, voire plus. Pour parler tout d'abord un petit peu des dynamiques des deux équipes, Monaco, donc l'équipe qui reçoit, dynamique un peu compliquée par rapport aux ambitions du club. On sait que Monaco, c'est un club ambitieux, chaque année ça joue le podium et ça met les moyens surtout pour jouer le podium et se retrouver dans les 3 premières places de notre championnat. Là c'était un peu plus difficile ces derniers temps. Ils n'arrivaient pas forcément à gagner et ça faisait un bon bout de temps qu'ils n'avaient pas pris 3 points en championnat depuis fin octobre contre Nantes. Donc quand même une série assez compliquée sur le mois de novembre. Ils ont subi 3 défaites consécutives, donc manque de confiance. Le changement de coach, passage de Adi Hütter à Sébastien Tocognoli, n'a pas porté ses fruits. Donc ils arrivaient avec cette réception du Paris Saint-Germain avec le besoin de prendre des points absolument. Et plus que prendre des points, prendre les 3 points en fait. Le match nul n'aurait pas forcément relancé la dynamique escomptée qu'ils ont besoin maintenant de lancer pour un petit peu sauver leur championnat qui commençait à devenir moribond. Du côté de Paris, tout va bien, ça reste le Paris Saint-Germain. Il y a toujours ce sujet évidemment sur les blessures, on y reviendra quand on parlera des compositions. Mais voilà, il est resté sur 3 victoires consécutives en championnat, donc pas d'inquiétude là-dessus, plus des victoires en Ligue des Champions aussi, même s'il y avait eu ce faux pas face au Bayern. Voilà, tout se passe bien pour le Paris Saint-Germain, qui se déplaçait à Monaco quand même avec pas mal d'absents. On peut y revenir en parlant des compositions. Je
choix fort de Luis Enrique qui choisit de titulariser Seny Mayulu en pointe et Kangin Lee. Ça va être les choix un peu forts, en plus de celui de Zahir Emery en latéral droit, en l'absence de Achraf Hakimi. Il y a toujours ces mêmes absents, donc avec Désiré Doué qui a rechuté, c'était au fin du mois d'octobre, je crois. Donc toujours absent. Dembélé qui est revenu, là, qui est rentré en jeu, donc qui revient de blessure. Apparemment, il n'était pas forcément prêt pour être titulaire. Donc voilà, Luis Enrique, il a dû faire des choix. Ça s'est porté sur Mayulu et pas forcément sur Gonzalo Ramos. On va voir que pendant le match, c'était peut-être pas la meilleure des options. Du côté de Monaco, comme je vous l'ai dit, la dynamique n'a été pas forcément au top. Donc on se cherche un petit peu, et notamment en attaque. La défense, toujours défense à 3. Il y avait eu le retour la semaine dernière de Denis Zakaria qui a pris un rouge. Donc là, on doit refaire sans lui une nouvelle fois. Défense à 3, Salissou, Tézé, Kerrer, assez classique. Milieu, Lamine Camara avec Golovin. Ça aussi, on l'avait retrouvé. Le choix de Balogun devant, pourquoi pas. On avait eu du Ansu Fati, on avait eu du Mika Biret en début de saison, quelques apparitions de Georges Nikina, donc voilà, il y avait eu des interrogations. Et ce qu'on peut dire sur les choix de Pocognoli, c'est qu'ils vont être payants d'entrée de match. Voilà, on a un match qui est plus équilibré que prévu, compte tenu des dynamiques. On aurait pu se dire que Paris allait vraiment mettre à mal cette équipe de Monaco, mais ils vont plutôt bien rentrer dans leur match, et notamment grâce à leurs offensifs. Énorme match, j'ai trouvé, de Marnès Akliouche, qui a vraiment fait mal au milieu de terrain et à la défense parisienne. Il s'est déplacé dans les bons espaces, et techniquement c'est quand même un joueur de la trempe équipe de France et du très haut niveau de Ligue 1, donc il a vraiment rayonné, j'ai trouvé, sur ce match-là. Très gros match aussi de Alexandar Golovin, qui revient vraiment bien cette saison. Minamino titularisé aussi, qui a fait du bien, et surtout le choix de Folarin Balogun devant, qui porte vraiment ses fruits. On retrouve vraiment le Folarin Balogun qu'on avait connu il y a assez longtemps quand même à Reims, mais dans quelques matchs à Monaco également. Là, on l'a vraiment bien vu dans la profondeur, tout simplement dans les qualités qu'on lui connaît, sa vitesse, sa capacité à combiner dans les petits espaces. Voilà. Là, il y a eu un vrai match de Folarin Balogun, et c'est vrai qu'on ne l'avait pas eu depuis un certain temps. Donc ça a permis de vraiment bien porter l'attaque monégasque. Il y avait eu cette interrogation sur la défense de Monaco, évidemment, depuis quelques semaines. Ils ont l'habitude d'encaisser plusieurs buts, même quand ils menaient, ils se faisaient reprendre parce qu'il y avait eu des erreurs d'inattention. Donc quand ils marquent le premier but, on se dit que c'est pas du tout fini. Le but de Minamino, il arrive quand même à la 70e, il restait 20 minutes derrière. On se dit que Paris va pouvoir revenir grâce aux lacunes défensives de Monaco qui se voient depuis quelques semaines. En plus, il y a ce carton rouge de Thilo Kehrer qui vient à la 80e minute, donc il reste du temps derrière encore. On a l'impression que les vieux démons ressurgissent. Et en fait, non, Paris, tout match, ils vont être dans un faux rythme, enfin pas un faux rythme, mais pas vraiment dangereux. Ils vont cadrer que 2 frappes sur l'intégralité de la rencontre. Et franchement, on retrouve un petit peu les défauts d'une équipe de Luis Enrique, c'est-à-dire une possession assez stérile. Le choix de Mayulu en numéro 9, il va clairement pas porter ses fruits. Mayulu, il a connu un match compliqué. Là, on retrouve un petit peu les défauts de Luis Enrique, qui met un peu les joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs. Autant le match de Zahir Emery, très convaincant latéral droit, autant celui de Mayulu en pointe, il n'a pas du tout donné satisfaction. Même s'il y a un énorme Vitinha au milieu qui domine. Voilà, Paris vont rester assez terne, j'ai trouvé, dans ce match-là. Peut-être un peu surpris de l'opposition qu'a opposé Monaco, parce que comme je l'ai dit, la dynamique n'était clairement pas en leur faveur, on va pas se mentir, et ils étaient assez moribonds face à des équipes moins fortes largement que le Paris Saint-Germain. Donc peut-être qu'ils ont été un peu surpris, et au final, victoire monégasque. Donc
très, très bonne performance pour moi, c'est vraiment la performance référence de Monaco et ils vont devoir s'appuyer là-dessus. Comptablement, en plus, ça fait vraiment du bien dans la course à l'Europe. Ils se replacent 7e avec 23 points. Ça les place qu'à 3 points de Lille qui est 4e. Donc, ils se replacent vraiment dans les positions hautes. Et chose importante qui, d'entrée, dès le samedi après-midi, va avoir un gros impact sur la suite du week-end, c'est cette défaite de Paris qui les laisse à portée de fusil de Marseille et Lens pour la première place. Paris, premier à ce moment-là, mais à portée de fusil de Lens et Marseille en cas de victoire. Donc, gros résultat de Monaco qui se relance bien et qui met Paris un petit peu dans le doute quant à sa possibilité d'être champion cette année, ce qui n'est pas arrivé depuis un certain temps quand même. Voilà pour ce premier match. On a ensuite enchaîné avec un match avec des autres enjeux, mais tout aussi intéressant. C'est le match entre le Paris FC et Auxerre, donc l'autre équipe de la capitale qui recevait la Lanterne Rouge. Le Paris FC, ils ont une dynamique assez en dents de scie. Et de plus en plus compliqué. Là, ils avaient enchaîné 2 défaites d'affilée avec cette défaite assez lourde contre Lille, donc dynamique quelque peu délicate pour les Parisiens qui doivent, en plus, on y reviendra dans les compositions, faire sans leur meneur de jeu Maxime Lopez et sans Pierre Lesmelou. Donc compliqué de se relancer sans ces 2 joueurs importants. Du côté d'Auxerre, c'est comme je l'ai dit, la Lanterne Rouge, donc forcément ça va pas fort. Avant ce match-là contre le Paris FC, ils n'ont pas inscrit de but depuis 5 matchs, ce qui a donné 4 défaites et un nul contre Lyon, assez encourageant, mais quand même ils n'arrivaient plus du tout à trouver le chemin défilé, ce qui les avait laissés derniers, tout simplement. Donc gros match face au Paris FC dans la lutte pour le maintien et grosse volonté de se relancer et de marquer, parce que 5 matchs sans but, c'est quand même quelque chose d'assez rare et quelque chose dont on ne se relève pas normalement dans une course au maintien. Dans l'entame de match, on voit que la confrontation, elle va être assez équilibrée, et je pense que ça, c'est aussi dû... Attends, j'ai pas parlé des compositions, pardon, je me coupe la parole moi-même. J'ai bien envie de parler des compositions parce qu'il y a eu des choix quand même qui devaient être faits, comme j'ai dit, à la suite de l'absence de Pierre Lesmelou et de Maxi Lopez. Donc Stéphane Gilly, il a dû faire des choix, voilà. Et sa tactique, elle s'est portée sur un 4-4-2 avec la titularisation de Gori, à la pointe de l'attaque, associé à Crasso. Donc pour la première fois, 2 attaquants alignés, même si on a vu pendant le match que Gori s'est plus déporté sur la gauche pour laisser Kebal, le meneur de jeu, le meilleur joueur de cette équipe du Paris FC, qui a vraiment pris un gros statut cette saison, un peu plus dans l'axe, dans un poste de numéro 10 qu'il affectionne. Mais voilà, choix de Stéphane Gilly de mettre 2 attaquants parce qu'il n'avait pas ses milieux de terrain habituels disponibles. Du côté de Auxerre, moins de surprises, même s'il y a un milieu à 3 qui est assez nouveau avec Matondo et Lazouzi et Kevin Danois, qui a essayé de nourrir les attaquants Sinayoko, Mara et Namazo. Donc voilà, équipe avec quelques changements, mais ça reste dans le même esprit pour Christophe Pélissier. Et comme je le disais, ouais, le début de match et le match en général, il va être assez équilibré entre 2 équipes qui ont similairement, dans l'état actuel des choses, le même niveau. En vérité, Auxerre, c'est pour moi des faux derniers, parce que dans ce qu'ils proposent, ils sont meilleurs que beaucoup d'équipes avec lesquelles ils se battent en bas de tableau, mais forcément ce qui leur fait défaut, c'est cette efficacité devant le but, vraiment, et en plus ça a été d'autant plus criant dans ce match face au Paris FC à Jean-Bouin, c'est que quand ils arrivent dans les 30 derniers mètres, les mecs ils perdent leurs moyens, ils n'ont aucune spontanéité, tu as l'impression qu'ils sont tétanisés quand ils arrivent dans la surface de réparation, et donc forcément ça les pénalise. D'un point de vue défensif, ça c'était plus offensivement pour Auxerre. D'un point de vue défensif, ils vont choisir
de laisser le ballon à Paris, mais de le laisser uniquement aux deux centraux. Donc leur laisser la première relance à Otavio et Moustapha Mbo pour les faire déjouer. En fait, ils savent que c'est peut-être des joueurs moins techniques que par exemple des Kebal ou des Marchetti pour ressortir le ballon. Donc ils vont vraiment leur laisser le ballon et ça va être un choix assez payant parce qu'il y a pas mal de sorties de balles qui vont être ratées dans le début de match. Donc ça, c'était un choix assez intéressant, j'ai trouvé, de la part de Pélissier. Malheureusement pour Auxerre, le but du Paris FC, il va quand même arriver sur une main dans la surface qui va se transformer en penalty marqué par Ilan Kebal. Donc à ce moment-là, on a l'impression que c'est un peu le cercle vicieux où même s'ils font un bon match, il n'y a pas d'efficacité dans aucune des deux surfaces, que ce soit défensivement ou offensivement, et ils sont punis à la première opportunité, j'ai envie de dire. Donc coup derrière la tête, mais derrière ils vont pas lâcher. Et même si il y a c'est plus que des doutes, hein, on va pas se mentir, quand tu n'as pas marqué depuis 5 matchs, les attaquants ils sont clairement enfin, ils repensent à leur vie, hein, on va se mentir. Ils continuent de pousser, d'essayer de combiner, et le but libérateur va finir par arriver sur une action assez bizarre, un petit peu un cafouillage dans la surface, sur une tête de Diomandé. Nkambadio, il va clairement se rater faute de main, ce qui va leur permettre de se libérer au cerf et de marquer ce premier but depuis 5 matchs, comme je l'ai dit. Donc ce but-là, il est un peu... il est libérateur, mais en même temps, tu sens que les qualités d'Auxerre, elles restent limitées offensivement. Il y a quelques combinaisons intéressantes. La qualité de Sekoumara devant, elle est clairement pas à démontrer, mais ça reste juste pour Auxerre tout au long du match. Du côté du Paris FC, ça n'a pas été un match facile en première mi-temps. Je les ai trouvés assez dominateurs. Ils se sont un peu plus éteints en deuxième mi-temps, et surtout à l'image de Ilan Kebal, qui a vraiment rayonné dans la première période et qui au fur et à mesure du match va être bien pris. Et du coup, forcément, sans Ilan Kebal, le Paris FC, c'est un peu effrayant, on va pas se mentir. J'ai bien aimé l'association Crasso-Gori parce que ça permettait à Crasso de montrer différentes qualités qu'il n'avait pas pu forcément montrer quand il était tout seul en numéro 9. Il avait même été un peu contesté, remplacé par Rebels sur le dernier match, je crois que c'était. Donc, association intéressante avec Ali Mamigori, qui peut aussi, comme je l'ai dit, aller sur la gauche pour laisser l'axe à Kebal. Mais voilà, quand Kebal il s'éteint un peu, c'est tout le Paris FC qui s'est éteint. Et la deuxième mi-temps, elle a été clairement terne des deux côtés, avec peu d'occasions. Et on se quitte sur un match nul assez mérité, mais qui au final n'arrange personne. C'était des points importants des deux côtés qui vont pas être pris, donc un partout. Ce match nul, il va placer le Paris FC à la 13e place avec 15 points. Ils sont seulement à 3 points de Metz, qui est avant-dernier premier relégable. Donc évidemment, le Paris FC, c'est une équipe qui est montée cette saison. Donc ils ne pouvaient pas prétendre à jouer l'Europe directement, mais au vu des investissements, du recrutement, je pense que jouer le maintien directement, c'est pas ce qu'ils recherchent non plus. Donc va falloir se reprendre sur les prochains matchs s'ils veulent vraiment se sortir de cette menace. Du côté d'Auxerre, évidemment, on va rester dans cette lutte pour le maintien. Ils sont avec ce point toujours dernier avec 9 points, mais ils se rapprochent à 2 points de Nantes, qui sont les première équipe à se maintenir. Voilà pour ce match-là. Dans la foulée, on a eu un match, donc ça c'était le samedi soir, entre Marseille et Toulouse. Et pourquoi ce match-là il était important? C'est tout simplement parce que avec la défaite dont on a parlé précédemment de Paris face à Monaco, Marseille avait la possibilité à domicile de prendre la première place. Donc on sait l'importance de cette première place pour Marseille, pour toutes les équipes, mais évidemment les supporters marseillais,
ça fait longtemps qu'ils n'ont pas remporté le championnat. Donc cette possibilité-là qui leur a été donnée, évidemment qu'ils voulaient s'en saisir. En plus, face à un adversaire pas en confiance, Toulouse, à pas se mentir, Toulouse, ça va plus trop. Là, ils enchaînent les matchs nuls. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, quand ils font pas match nul, ils perdent. Voilà, ils ont pas gagné depuis la victoire contre Metz fin octobre. Donc c'est assez effrayant la dynamique de Toulouse. Donc voilà, Marseille avait envie de prendre ces 3 points pour prendre la place de leader qui était vraiment à portée de fusil. Et c'est clairement en ce sens qu'ils vont entamer le match avec énormément d'intensité. Ils vont clairement dominer le début de match. Mais il y a un petit point noir, c'est que Toulouse, ils vont arriver avec une tactique bien définie et qui va clairement embêter Marseille, en tout cas dans la première mi-temps. Cette tactique et ce plan de jeu, il est clair de Carles Martínez-Novell. C'est ok, la confiance elle n'est pas là. Techniquement, on est en dessous de Marseille, on sait ce qu'on est, on va pas se travestir. On va leur laisser le ballon et on va opérer en contre-attaque, mais de manière intelligente, en jouant les ballons sur Emerson, qui physiquement est impressionnant, est capable de garder les ballons. Et autour, on va aussi tenter de jouer sur la vitesse de Franck Magri, par exemple. Il n'y avait pas Yann Gbo qui était blessé pour ce match-là. Donc évidemment, le coach Carles Martínez-Novell devait s'adapter sans lui. Et donc mettre un gros plan de jeu autour d'Emerson qui n'était pas forcément en confiance. C'était assez osé, mais au final, ça va vraiment payer. Il fait un énorme match, Emerson, j'ai trouvé. Match référence vraiment pour lui, et pas que pour son but, parce que oui, il va marquer à la 14e minute et ça va refroidir tout le Vélodrome. Pas que pour son but, il va vraiment garder un nombre de ballons devant Aguerd et Pavard assez impressionnant. Et ouais, énorme match de Emerson qui, comme je l'ai dit, va climatiser le Vélodrome d'entrée, alors que Marseille faisait une vraie bonne entame. Il va se procurer cette occasion par lui-même. En tant que Brésilien, il va prendre le ballon au milieu de terrain et il va progresser dans une défense marseillaise un petit peu attentiste. Et Toulouse va finir par ouvrir le score totalement contre le cours du jeu. Et le cours du jeu ira dans le sens de Marseille toute la première mi-temps. Même si les occasions, elles ne vont pas pleuvoir non plus, parce que le bloc toulousain, il va vraiment mettre en difficulté les Marseillais. En plus, pas mal d'imprécisions techniques, ce qui fait qu'ils rentrent au vestiaire assez frustrés, même très frustrés, Marseille, parce qu'ils n'arrivent pas à déborder les Toulousains qui sont bien en bloc. Plus, je trouvais que le rythme n'était pas forcément assez rapide pour les mettre en difficulté. Donc voilà. Il y a un retour au vestiaire frustrant, et en deuxième mi-temps, ils vont vraiment essayer de mettre beaucoup plus de rythme. Mais Toulouse va continuer à jouer dans son plan de jeu. Ils vont être pas loin, en plus de faire le coup parfait. Il y aura des occasions pour Emerson. Il y a Aaron Donoum également qui va toucher la barre sur un petit piqué qui a bien failli mener au 2-0. Et juste derrière, si je me souviens bien, juste après la barre touchée par Donoum, Marseille qui va égaliser. Donc enchaînement assez incroyable et très dur pour Toulouse. Et en plus de ça, dans la foulée, Marseille qui marque le deuxième but. Donc à ce moment-là, Toulouse, le plan de jeu, forcément, il tombe à l'eau. T'avais comme idée de jouer resserré derrière. Au final, tu as pris 2 buts coup sur coup. Tu te retrouves mené au Vélodrome. Alors que tu as eu l'opportunité de faire le break et de mener 2-0. Donc compliqué, grosse force de caractère aussi, il faut souligner, du côté de Marseille, qui ont été menés, qui n'arrivaient pas à trouver la solution. Il y avait très peu d'espace, et au final, grâce à leurs attaquants Péchao et Højbjerg, ils arrivent à trouver le chemin défilé en 5 minutes par 2 fois. Donc grosse force de caractère, et au moment du but de Højbjerg à la 75e minute, on se dit bon bah voilà, Marseille a réussi à revenir au mental dans un match qu'ils auraient perdu bon nombre de fois la saison dernière. Le plus dur est fait, et la première place leur tend les bras.
Sauf que non. Toulouse n'avait pas dit son dernier mot et en toute fin de match, sur un énième contre, c'est Santiago Hidalgo rentré en jeu précédemment qui va climatiser mais de manière terrible le Vélodrome. Il marque vraiment à la toute dernière minute alors que tous les Marseillais étaient en train de célébrer leur première place. Hidalgo, il vient vraiment en gâcheur de spectacle inscrire ce but et du coup égaliser pour Toulouse qui vient prendre ce point important. Terrible pour Marseille qui avait la possibilité, comme je l'ai répété, de passer premier et qui doit se contenter du coup de cette troisième place et rester à 2 points du leader dont on reparlera rapidement après. Toulouse de son côté évidemment qui prennent ce point arraché au Vélodrome, mais c'est pas non plus la régalade, hein. Ils sont à 17 points, ils sont 9e. Bon, en même temps, ça reste l'équipe ventre mou par excellence de notre Ligue 1, donc rien de spécial. Voilà pour ce match-là, très animé et jusqu'au bout, on aura vibré. Au final, la première place, elle va être offerte à Lens qui va réussir à s'imposer face à Angers. Donc Lens, actuel premier leader de notre championnat, seul en tête alors qu'ils auraient pu être contestés par Marseille. Voilà, donc faux pas de Marseille, saisi par Lens et une Ligue 1 relancée. Et quelque chose qui relance aussi la Ligue 1, ça a été ce match entre Lorient et Nice, qui s'est joué dans le multiplex à 15h le dimanche. Gros match entre Lorient et Nice avec beaucoup d'enjeux des deux côtés. Lorient, ça faisait avant ce match-là 7 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Donc évidemment, il y avait une nécessité de prendre des points rapidement. En plus, tu joues à la maison. Donc c'était maintenant ou jamais pour se sortir de la zone rouge. Ils recevaient Nice qui est en plus en crise totale, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe. Ils n'arrivent plus à aligner un pas devant l'autre. 4 défaites d'affilée en Ligue 1, donc ça allait vraiment mal avant ce match-là. Et ils se déplaçaient à Lorient avec l'idée de mettre fin à cette série noire. Parce que quand même Lorient relégable, pas une équipe... Normalement, en début de saison, ce Lorient-Nice, tu mets Nice tous les jours. Mais voilà, comme je l'ai dit, la dynamique, c'était plus compliqué que ça. Et du coup, vu qu'il y a cette dynamique compliquée, Francaise, il a dû faire des choix forts. Parce qu'il faut réveiller les joueurs. Dans ces cas-là, tu peux pas mettre le même 11 tous les week-ends quand ça marche pas. On ne change pas une équipe qui gagne, mais on change une équipe qui perd. Merci Loric, abonnez-vous. Et du coup, choix de mettre Boga sur le banc, ça avait déjà été fait la semaine dernière, là c'est refait. Choix de mettre Melvin Barr dans la défense à 3 avec Pepra Opong et Antoine Mendy. Donc ça c'est quand même un choix assez fort qui, on va le voir, va être totalement pas payant. En fait, ça va être une erreur même de Francaise, cette titularisation de Melvin Barr en centrale. Absence de Charles Van Noot, donc titularisation de Tom Boucher au milieu, qui pour le coup lui a fait un vrai bon match au milieu de terrain, j'ai trouvé, avec du coffre et belle capacité de projection par la passe ou par la course. Et dernier choix, du coup, comme Melvin Barr avait été mis en centrale, titularisation de Thiago Gouveia à gauche en piston. Ça aussi, je ne sais pas si c'était le bon choix. Thiago Gouveia, plus dans l'esprit un offensif, la titularisant en piston, il a un peu souffert défensivement. Nice, ils ont vraiment eu du mal à prendre le dessus sur cette équipe lorientaise. Et quand vous regardez, si vous étiez devant le match entre Lorient et Nice, vous avez dû voir un match assez équilibré. On n'avait pas l'impression qu'il y avait une équipe qui jouait l'Europe et une équipe qui jouait le maintien. Les deux équipes, elles étaient assez au même niveau en fait. Nice, forcément, comme ils sont pas du tout en confiance et c'est la crise, ils vont pas aller chercher faire un pressing haut sur les Lorientais. Ils vont rester un petit peu dans un bloc médian haut. Et du coup, les Lorientais, ils vont avoir un petit peu le ballon en début de match.
Ils vont essayer de faire mal offensivement, mais ça reste une équipe de bas de tableau. Donc en début de match, ça va être compliqué de se créer des opportunités. La première, elle va venir pour Nice d'un centre assez anodin de Mohamed Ali Chaud qui va finir par faire but parce qu'il est dévié. Donc Nice arrive à déclencher en premier à la 12e minute. Mais Nice va finir par retomber dans ces vieux démons qui sont la fébrilité défensive de 1 et la déconcentration de 2, ce qui va un peu de pair, on va pas se mentir. Mais ils vont finir par encaisser le but l'orienté, alors qu'il n'y avait pas forcément de pression. Ils vont se mettre en difficulté tout seul et Laurent Abergel il va crucifier les Niçois et égaliser dans un match que Nice aurait dû dominer. Là, ils se font reprendre et juste avant de rentrer au vestiaire, le but de Soumano qui fait vraiment un énorme match sur la pointe de l'attaque, qui est pour moi le meilleur joueur sur le terrain. Il vient crucifier juste avant la mi-temps Nice qui est donc mené. Et même s'il y a pas mal, il y a des occasions pour Nice, on va pas non plus dire que la feuille elle est totalement noire. Bah voilà, il y a quand même deux occasions de Lorient qui mènent à 2 buts. Cette fébrilité défensive, elle est aussi apportée par des joueurs qui sont pas à leur poste. Je reviens sur Melvin Barr. Évidemment qu'il faut pas, qu'on n'est pas là pour blâmer un seul joueur et le rendre responsable de tout ce tracas qui se passe à Nice. Mais quand même, là, il est fautif sur le 2e et 3e but de Lorient qui va arriver en 2e mi-temps, avec le doublé de Soumano. Ouais, il est mal placé sur le 2e but, sur ce centre. Il laisse Soumano tout seul dans son dos. Intéressant, j'avais envie de revenir là-dessus aussi, les mots de Jonathan Klaus à la mi-temps, qui est vraiment énervé, on peut le comprendre évidemment, mais qui parle vraiment de cette déconcentration et de ce fait que les Lorientais, ils ont attaqué vraiment 2 fois sérieusement et ils ont marqué 2 fois en première mi-temps. Donc énervement de Jonathan Klaus, et on peut le comprendre en 2e mi-temps. Il y a des joueurs qui tentent de se montrer un peu plus. Mohamed Ali Chaud, il fait un bon match. Un joueur qu'on n'a pas du tout réussi à trouver, c'est Sofiane Diop qui est sorti assez rapidement. Décevant Sofiane Diop sur ce match-là, alors que c'était lui un petit peu le rayon de soleil niçois sur ces dernières semaines. Donc ça montre aussi qu'ils n'arrivent pas du tout à trouver de dynamique. Chaque fois qu'il y a un joueur qui est bon, le week-end d'après, il est en difficulté. Donc là, c'était le cas pour Sofiane Diop. Il y a quand même des joueurs qui font un bon match. Mohamed Ali Chaud, il a tenté. Tom Louchet au milieu, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Après voilà, offensivement, ça reste poussif. Terem Moffi, pas du tout en confiance. On sent un attaquant bégayant quand on le voit. L'entrée de Kevin Carlos, il a son occasion, Kevin Carlos, mais voilà, c'est des buteurs qui ne marquent pas, donc forcément c'est compliqué quand ils sont sur un terrain de foot. Un buteur qui ne marque pas, à quoi il sert au final. Donc voilà, fébrilité offensive, fébrilité défensive. 3e but l'orienté, il va faire très très mal à Nice, même s'ils vont continuer à pousser et qu'on aura quand même un grand Yvan Mvogo, il fait les arrêts qu'il faut. J'ai en mémoire cette tête de Kevin Carlos, je ne sais plus si c'est une tête ou une reprise. En tout cas arrêté par Mvogo à bout portant, donc il fait vraiment les arrêts qu'il faut, mais ils se remettront jamais vraiment de ce 3e but l'orienté, les Niçois, et ils vont concéder cette 5e défaite d'affilée en championnat. En plus il y a ces défaites en Coupe d'Europe qui viennent alourdir la note. Si on peut faire une petite aparté hors terrain, on avait en plus ces déclarations de Francaise qui disait vouloir quitter son poste, mais pas démissionner parce qu'il voulait ses indemnités salariales, question d'argent. Donc un entraîneur, dans ces cas-là, est-ce qu'on dit que l'entraîneur il a perdu son groupe parce que le mec il veut même plus être dans le groupe? Donc catastrophique la situation à Nice, et cette défaite face à Lorient, même s'il y a des bonnes choses, elle va pas du tout arranger la situation. Nice, ils sont bloqués à la 10e place avec 17 points. Donc c'est le même nombre de points que Toulouse, pardon. On est où là à Nice? Il
faut se réveiller, mais il y a peu de motifs d'espoir, très peu de joueurs qui ressortent vraiment du lot et qui sont capables de porter l'équipe, et toujours ces interrogations, mais ça devient même plus des interrogations défensivement, c'est effrayant. J'ai parlé tout au long du début de saison de l'absence de remplaçant à Dante qui est dans sa dernière saison. Bon là il joue pas, et ben ça se sent à chaque fois qu'il joue pas, il y a des galères défensives, et là Franquet il est obligé de bricoler avec Pepra Opong et Mendy, Antoine Mendy, avec du Melvin Barr aussi, parce que lui c'est un entraîneur qui aime bien jouer à 3, mais là quand t'as pas les joueurs pour jouer à 3, tu joues pas à 3, tu mets pas un latéral défenseur central sous prétexte que tu as envie de jouer à 3, ça marche pas comme ça le football, et il l'a payé cash Francaise, donc défaite qui va jouer très lourd dans le moral des Niçois sur cette fin d'année civile. Victoire par contre très importante pour Lorient qui sort de la zone rouge et qui a maintenant 14 points et qui leur permet de passer du coup 15e à 3 points du FC Metz, premier relégable. Donc victoire très importante pour les Lorientais qui se sauvent et qui se donnent un petit peu d'air. Voilà, pour finir, il y a eu ce match du dimanche soir entre Lyon et Nantes, dans un contexte assez festif, parce que en effet c'était les 75 ans du club. Lyon qui a bien réussi à se relancer contre Tel Aviv en Coupe d'Europe, mais en championnat c'était un peu plus compliqué sur ces dernières semaines. C'est vrai qu'ils étaient sur 3 matchs nuls et une défaite. Donc là, quand tu recevais le FC Nantes, tu avais vraiment envie de leur coller un score et de t'imposer largement pour prendre les 3 points de manière autoritaire et recoller un petit peu à cette course à l'Europe. Au niveau de la dynamique, pour Nantes en plus, c'est compliqué. Que ce soit dans le jeu en plus ou dans les résultats, autant tu as des équipes comme Auxerre où les résultats suivent pas, mais dans le jeu il y a des choses intéressantes, autant tu as Nantes. C'est très compliqué dans le jeu, même s'il y a des joueurs qui sont intéressants, ils n'arrivent pas du tout à être mis en valeur et à démontrer leur qualité. Il y avait eu cette défaite contre Metz et il y a ces matchs nuls contre Le Havre et Lorient les semaines précédentes. Donc voilà, victoire obligatoire pour Lyon qui recevait un petit du championnat en difficulté. Donc dans ces cas-là, tu as évidemment envie de gagner pour reprendre de la confiance. Au niveau des compositions d'équipe, titularisation de Martin Satriano qui aura son importance, on le verra. Mais voilà, avec un vrai numéro 9, c'est vrai qu'on avait eu des matchs sans réel attaquant de pointe. Cette fois-ci, c'est Satriano. Titularisation de Paveltchouk avec Corentin Tolisso un petit peu en soutien. Ça, c'était les choix de Paulo Fonseca. Aussi, nécessité de bidouiller un petit peu en défense avec l'absence de Mata, titularisation de Tessman. Donc ça, c'était quand même assez surprenant de mettre un milieu de terrain en défenseur central. Ça a très bien porté ses fruits, hein. Il a été vraiment rassurant, Tessman, en défenseur central. Et aussi titularisation pour la première fois, je crois, cette saison de A.T. Bauer, en tout cas en Ligue 1, à droite. Donc pas mal de changements pour Fonseca qui voulait relancer pas mal de ses joueurs. Côté Nantes, on reste sur un dispositif assez classique en 4-3-3. Toujours cette attaque avec El Arabi, Mathis Ablin et un autre joueur à côté d'eux. Cette fois-ci, c'était Michael Lado à droite, mais le duo El Arabi Ablin, ça fait plusieurs matchs qu'ils enchaînent. On sent que le coach nantais, Luis Castro, il préfère El Arabi à Mostafa Mohamed, on va pas se mentir. Et ça lui donne plutôt raison. Je trouve que El Arabi fait un bon début de saison depuis qu'il est arrivé. Et là, le plan de jeu, il était clairement construit autour de lui, sa faculté de garder les ballons et de dévier pour la vitesse de Mathis Ablin. Clairement, Nantes, ils vont jouer le défensif contre-attaque assez classique, sans donner trop d'espace à Lyon. Et rester bien serré derrière, en cherchant à gratter les ballons rapidement au milieu de terrain et se projeter en misant quand même beaucoup de choses sur les capacités de Ablin en contre-attaque et celle de Michael Lado, même si je
suis pas fan du Michael Lado. Moi, il y a des joueurs qui me plaisent plus sur le banc, comme Guirassy ou Benatab par exemple, qui peuvent apporter un peu plus de folie, je trouve. Mais voilà, c'était un petit peu le plan de jeu de Luis Castro. Ça aurait pas été trop mal pour lui jusqu'à ce fait de jeu qui intervient aux alentours de la 40e minute. C'est ce carton rouge contre Mwanga, le milieu de terrain nantais, qui vient évidemment ternir tous les plans de Luis Castro. Hein. Déjà qu'ils étaient en difficulté à 11 contre 11, c'est vrai que ce carton rouge, il y a 10 contre 11, qui réduit Nantes à 10 contre 11, pardon, ça va vraiment faire mal. Et donc, à partir de là, Lyon, ils vont pouvoir dérouler en deuxième mi-temps, là où c'était compliqué en première à cause d'un bloc assez compact, assez resserré. Ils vont trouver de plus en plus les espaces et ils vont réussir à ouvrir le score par l'intermédiaire de Vinicius au sortir des vestiaires, hein, autour de la 51e minute. Et à partir de là, tout ira mieux pour Lyon qui a fait le plus dur. Chose quand même à noter en deuxième mi-temps, c'est le doublé de Martin Satriano. Lui qui n'avait pas marqué depuis plus d'un an en Ligue 1. Enfin, qui n'avait plus marqué, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs, il n'avait pas marqué depuis plus d'un an. Doublé pour Martin Satriano qui retrouve la confiance. Ça peut être un atout majeur. On sait qu'il y a toujours ce problème d'avant-centre côté Lyon. On avait vu les rumeurs avec Hendrick qui pourrait potentiellement arriver cet hiver sous la forme d'un prêt évidemment. Donc il y a toujours ces interrogations-là, mais au moins Satriano il se remet en confiance. Et ce doublé-là, il va vraiment lui faire du bien dans la tête. Je pense, et il va pouvoir montrer aussi à son entraîneur Paulo Fonseca qu'il peut s'imposer comme le 9 titulaire d'une équipe qui joue l'Europe de manière sérieuse, parce qu'avec cette victoire contre Nantes 3-0, Lyon se replace bien dans la course à l'Europe. Ils sont 6e à seulement 2 points de Lille qui est 4e. Donc très beau rapproché de Lyon qui était un petit peu sur une mauvaise passe. Mais voilà, double victoire avec Tel Aviv et là contre Nantes, qui fait du bien au moral de tout le monde. Côté Nantes, par contre, là, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Il n'y a que 11 points après 14 journées pris, donc la course au maintien elle est de plus en plus réelle. Et là, ils sont aux portes de la relégation. Hein. Ils ont le même nombre de points que Metz, qui est le premier relégable. Donc il va falloir vraiment prendre des points en cette fin d'année civile s'ils veulent se maintenir tout simplement à la fin de la saison. Voilà un petit peu pour les matchs de ce week-end qui nous ont bien régalé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu aussi de ce week-end qui a été quand même assez animé et dont on retient quand même la chose la plus importante, c'est que Lens est le nouveau leader de ce championnat. C'était pas arrivé depuis 2004 pour Lens, donc ils sont premiers et Paris les talonne et peut-être qu'ils vont réussir à finir l'année civile premier du championnat, ce qui serait quand même une grosse performance pour Lens. On rappelle que les dernières fois où Paris n'était pas premier au bout de la 14e journée, ça s'est soldé par le titre de Lille et par le titre de Monaco avant ça, donc c'est quand même un bon indicateur. Lens peut avoir ses chances, tout comme Marseille qui n'est pas très loin, qui a un peu de choc quand même ce week-end. Donc voilà, ça promet pour la suite de notre championnat et évidemment j'ai hâte de suivre ça de très très près avec vous. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et on se retrouve évidemment plus tard, que ce soit sur Twitter ou sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!